De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 10, chapitre 10. Il est trois choses que l'âme sait d'elle-même avec certitude, qu'elle comprend, qu'elle existe et qu'elle vit. Qu'elle n'ajoute donc rien à ce qu'elle sait qu'elle est quand on lui ordonne de se connaître. Elle a en effet la certitude que c'est à elle qu'on parle, à elle qui est, qui vit et qui comprend. Or, le cadavre est aussi, et l'animal vit, mais elle comprend qu'elle n'est ni cadavre ni animal. Elle sait donc qu'elle est et qu'elle vit, comme est et vit une intelligence. Quand par exemple l'âme se croit air, elle pense que l'air a l'intelligence, mais elle sait qu'elle comprend. Or elle pense seulement qu'elle est air, mais elle ne le sait pas. Qu'elle écarte donc ce qu'elle pense, qu'elle voit ce qu'elle sait, qu'il ne lui reste que ce qui a été admis sans hésitation par ceux-mêmes qui ont cru que l'âme était telle ou telle espèce de corps. Car toute âme ne croit pas être air, mais comme nous l'avons dit, les unes croient être feu, les autres cervelle, celle-ci telle espèce de corps, celle-là telle autre, toutes cependant comprennent qu'elles ont l'intelligence, l'être et la vie. Seulement, elles rattachent l'intelligence à ce qu'elles comprennent et rapportent à elles-mêmes l'existence et la vie, et aucune ne doute qu'il est impossible de comprendre sans vivre et de vivre sans exister. Par conséquent, ce qui comprend est et vit, non comme le cadavre qui ne vit pas, mais comme l'être animé qui vit et ne comprend pas, mais d'une manière propre et bien supérieure. De même, ces âmes savent qu'elles veulent et en même temps elles savent que personne ne peut vouloir s'il naît et ne vit. Et elles rapportent leur volonté à quelque chose qu'elles veulent de cette volonté même. Elles savent aussi qu'elles se souviennent et en même temps que personne ne peut se souvenir s'il naît et ne vit. Mais nous rapportons la mémoire à quelque chose dont nous nous souvenons par cette mémoire même. De ces trois choses, deux, la mémoire et l'intelligence, renferment la connaissance et la science d'un grand nombre d'objets, et la volonté est le moyen par lequel nous en jouissons et nous en usons. En effet, nous jouissons des choses connues dans lesquelles la volonté cherche pour elle-même son repos et son plaisir, et nous usons de celles qui nous servent de moyens pour obtenir d'autres satisfactions. Et pour l'homme, le vice et le péché ne sont pas autre chose qu'un mauvais usage et une mauvaise jouissance. Mais ce n'est point là notre sujet. Puis donc, qu'il s'agit de la nature de l'âme, écartons de notre pensée toutes les connaissances qui nous viennent du dehors par l'entremise des sens corporels, et examinons plus attentivement ce que nous avons dit, que toutes les âmes se connaissent elles-mêmes et avec certitude. En effet, est-ce l'air qui a la faculté de vivre, de se souvenir, de comprendre, de vouloir, de penser, de savoir ? Ou est-ce le feu, la cervelle, le sang, les atomes, ou je ne sais quel cinquième élément ajouté aux quatre autres, ou l'ensemble et l'organisation de notre corps ? C'est une question sur laquelle les opinions sont partagées, les uns adoptant celle-ci et les autres celle-là. Et cependant, personne ne doute qu'il ait la faculté de vivre, de se souvenir, de comprendre, de vouloir, de penser, de savoir et de juger. Bien plus, s'il doute, il vit. S'il doute de l'origine de son doute, il se souvient. S'il doute, il comprend qu'il doute. S'il doute, il veut être certain. S'il doute, il pense. S'il doute, il sait qu'il ne sait pas. S'il doute, il juge qu'il ne doit pas croire au hasard. Quelle que soit donc d'ailleurs la matière de son doute, voilà des choses dont il ne doit pas douter, car sans elles, il ne pourrait douter de rien. Mais ces choses, ceux qui pensent que l'âme est un corps, ou l'arrangement et l'organisation du corps, veulent les voir dans le sujet, en sorte que la substance de l'âme serait, selon eux, de l'air, du feu, ou un corps quelconque qu'ils prennent pour l'âme. Tandis que l'intelligence ne serait dans ce corps que comme une qualité, sujet d'un côté, accident du sujet de l'autre, sujet l'âme qu'il croit matérielle,
modification du sujet, d'intelligence et toutes les facultés énumérées plus haut et dont nous avons la certitude. De cette opinion se rapproche beaucoup celle qui prétend que l'âme n'est point un corps, mais l'ensemble ou l'organisation du corps. La différence qu'il y a, c'est que ceux-là disent que l'âme est une substance, tandis que ceux-ci prétendent que l'âme est dans le sujet, c'est-à-dire dans le corps, dont elle est l'ensemble ou l'organisation. Et l'intelligence, où la placeront-ils les uns et les autres, sinon dans le même sujet, le corps? Mais ni les uns ni les autres ne s'aperçoivent que l'âme se connaît dès lors qu'elle se cherche, comme nous l'avons montré plus haut. Or, on ne peut régulièrement dire qu'une chose est connue si on ignore quelle en est la substance. Donc, dès que l'âme se connaît, elle connaît sa substance, et si elle est certaine de son existence, elle l'est aussi de sa substance. Or, elle est certaine d'elle-même, comme nous l'avons prouvé plus haut, et elle n'est nullement certaine qu'elle soit air, feu ou corps ou partie d'un corps. Elle n'est donc rien de cela, et l'ordre de se connaître elle-même tend à lui donner la certitude qu'elle n'est aucune des choses dont elle est incertaine, et qu'elle ne doit tenir pour certain que d'être ce qu'elle sait certainement qu'elle est. Elle pense au feu, par exemple, à l'air, à un corps quelconque. Eh bien, il ne serait pas possible qu'elle pensât à ce qu'elle est elle-même, comme elle pense à ce qu'elle n'est pas. En effet, c'est à l'aide de l'imagination qu'elle pense à toutes ces choses, au feu, à l'air, à tel et tel corps, à telle partie de corps, à la construction et à l'organisation du corps. Et on ne dit pas qu'elles soient toutes ces choses, mais l'une d'elles seulement. Or, si elle était réellement l'une d'elles, elle y penserait autrement qu'elle ne pense à tout le reste, c'est-à-dire non plus à l'aide de l'imagination, comme cela arrive pour les corps absents, avec lesquels les sens ont été en contact, soit qu'il s'agisse d'eux ou de quelques similaires, mais au moyen d'une présence intime, non imaginaire mais réelle, car rien n'est plus présent à elle-même qu'elle-même, comme elle pense qu'elle vit, qu'elle se souvient, qu'elle comprend et qu'elle veut. Car elle sait que ses facultés sont en elle, elle ne se les imagine pas comme des choses extérieures et sensibles, comme des objets matériels et palpables. Si elle se dépouille de ces images étrangères et ne se figure pas qu'elle soit quelque chose de ce genre, tout ce qui lui restera d'elle-même, ce sera elle-même et rien qu'elle-même. Chapitre 11. Dans la mémoire, l'intelligence et la volonté, on trouve l'esprit, la science et l'action. La mémoire, l'intelligence et la volonté sont une seule chose quant à l'essence, et trois choses relativement l'une à l'autre. Laissons donc un moment de côté les autres facultés que l'âme se reconnaît avec certitude. Attachons-nous surtout à étudier ces trois choses, la mémoire, l'intelligence et la volonté. C'est par ces trois facultés en effet qu'on discerne le naturel, même chez les enfants. Plus la mémoire est facile et tenace chez un enfant, plus il a de perspicacité dans l'intelligence et d'ardeur à l'étude, plus aussi son génie promet. Mais quand il s'agit de l'instruction de quelqu'un, on ne demande plus si sa mémoire est facile et solide, ni s'il a de la pénétration dans l'esprit, mais de quoi il se souvient et ce qu'il comprend. Et comme l'estime ne se fonde pas seulement sur la science, mais aussi sur la vertu, on ne se contente pas de savoir de quoi il se souvient et ce qu'il comprend, mais aussi ce qu'il veut, et non encore avec quelle ardeur il veut, mais ce qu'il veut d'abord et jusqu'à quel point il le veut. Car on ne doit louer dans l'âme un amour ardent que quand l'objet qu'elle aime est digne d'être ardemment aimé. Quand donc on parle de ces trois choses, génie, science, usage, le premier point à examiner dans les trois, c'est ce que peut chaque homme par la mémoire, l'intelligence et la volonté. Le second, c'est ce qu'il possède dans sa mémoire et dans son intelligence, et jusqu'où il est arrivé par l'ardeur de la volonté. En troisième lieu vient l'usage que fait la volonté quand elle repasse ce qui est renfermé dans sa mémoire et son intelligence, soit qu'elle le rapporte à un but,
soit qu'elle s'y borne et y trouve son plaisir et son repos. En effet, user, c'est mettre quelque chose à la disposition de la volonté. Et jouir, c'est goûter la satisfaction, non plus de l'espérance, mais de la réalité. Par conséquent, quiconque jouit use, car il met quelque chose au service de la volonté, avec la jouissance pour but. Mais quiconque use ne jouit pas, si ce qu'il met ainsi à la disposition de la volonté n'est pas la fin qu'il se propose, mais un moyen pour atteindre un autre but. Comme ces trois choses, la mémoire, l'intelligence, la volonté, ne sont pas trois vies, mais une seule vie, ni trois âmes, mais une seule âme, elles ne sont donc pas trois substances, mais une seule substance. En effet, la mémoire, en tant qu'elle est appelée vie, âme, substance, se prend dans le sens absolu. Elle n'est proprement mémoire qu'autant qu'elle se rapporte à quelque chose. Il en faut dire autant de l'intelligence et de la volonté qui ne s'appellent ainsi que dans un sens relatif. Mais chacune d'elles est vie, âme, essence, considérée en elle-même et dans le sens absolu. Ces trois choses sont donc une seule chose par le fait qu'elles sont une seule vie, une seule âme, une seule essence, et chaque fois qu'on nomme l'une d'elles en la prenant en elle-même, on lui donne un nom singulier et non pluriel, même quand elle est réunie aux autres. Mais elles sont trois choses quand on les considère dans leur rapport mutuel, et si elles n'étaient pas égales, non seulement l'une vis-à-vis de l'autre, mais chacune vis-à-vis de toutes, elles ne se contiendraient évidemment pas mutuellement. Or, non seulement l'une contient l'autre, mais l'une les contient toutes. En effet, je me souviens que j'ai la mémoire, l'intelligence et la volonté. Je comprends, que je veux et que je me souviens. Je veux vouloir, me souvenir et comprendre. Et je me souviens à la fois de toute ma mémoire, de toute mon intelligence et de toute ma volonté. Car les souvenirs que je ne me rappelle pas ne sont plus dans ma mémoire. Or rien n'est autant dans ma mémoire que ma mémoire même. Je me souviens donc de toute ma mémoire, de même je sais que je comprends tout ce que je comprends, et je sais que je veux tout ce que je veux. Or je me souviens de tout ce que je sais, je me souviens donc de toute mon intelligence et de toute ma volonté. Également, quand je comprends ces trois choses, je les comprends tout entières. Car si je ne comprends pas quelque chose d'intelligible, c'est que je l'ignore. Or, ce que j'ignore et ne me rappelle pas, je ne veux pas. Donc, s'il est quelque chose d'intelligible que je ne comprends pas, je ne puis m'en souvenir ni le vouloir. Donc, je comprends tout objet intelligible dont je me souviens et que je veux. Car ma volonté embrasse toute mon intelligence et toute ma mémoire, puisque j'use de tout ce que je comprends et de tout ce que je me rappelle. Donc, puisque chacune de ces facultés comprend toutes les autres, chacune d'elles est égale à chacune en particulier et à tout ensemble, et par conséquent les trois sont une seule vie, une seule âme et une seule essence. Chapitre 13. L'âme est l'image de la Trinité dans sa mémoire, son intelligence et sa volonté. Faut-il enfin monter maintenant, autant que le permettront nos forces, à cette souveraine et sublime essence dont l'âme de l'homme est l'image imparfaite, il est vrai, mais enfin l'image? Ou bien faut-il encore faire ressortir plus visiblement ces trois facultés de l'âme au moyen des objets extérieurs perçus par les sens, instruments passagers des impressions matérielles? En étudiant l'âme dans sa mémoire, son intelligence et sa volonté, nous avons trouvé que, puisqu'elle embrasse toujours sa propre connaissance et sa propre volonté, elle embrasse en même temps sa mémoire, son intelligence et son amour, bien qu'elle ne se croie pas toujours dégagée d'éléments étrangers, et que par là, il soit difficile de bien distinguer la mémoire et l'intelligence qu'elle a d'elle-même. En effet, il semble que ce ne soit pas là deux facultés, mais une seule sous deux noms différents, comme on le voit dans le cas où elles sont réunies sans que l'une précède l'autre d'un seul instant. Et l'amour non plus n'est pas toujours senti quand le besoin ne le trahit pas, parce que son objet est toujours présent. Toutefois, ces difficultés pourront s'éclaircir, même pour les moins intelligents, quand nous traiterons de l'action du temps sur l'âme,
des accidents passagers qu'elle éprouve alors qu'elle se rappelle ce qu'elle ne se rappelait pas, qu'elle voit ce qu'elle ne voyait pas et qu'elle aime ce qu'elle n'aimait pas auparavant. Mais cette dissertation demande d'autres préliminaires d'après le plan adopté pour cet ouvrage.